Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour ma revue de l'UFC 241 Cormier contre Miocic 2. Une carte absolument incroyable qui a eu lieu samedi soir à Anaheim. Et puis, en regardant la carte avant l'événement, on se le disait que ça allait probablement être un événement assez incroyable, surtout avec les trois combats principaux qui étaient hors du commun. Et puis, ça a deliver, je vous dirais, du premier au dernier combat. On a peut-être eu un combat ordinaire, même s'il y a eu beaucoup de décisions sur cette carte-là. Je pense qu'il y a juste 3 finishes au total. Ça a cependant été une excellente carte, puis avec plein de combats back and forth où les deux combattants ont eu leur moment où il y a eu des histoires dans chacun des combats, un peu des storylines qui se buildaient à force du combat, plus le combat avançait. Et puis ça a été une très belle soirée d'action très plaisante à écouter. Et puis je suis là aujourd'hui pour mes analyses et mes impressions finales sur ces combats-là, en plus de jouer au matchmaker comme on le fait tant souvent. C'est pourquoi j'ai déjà mon chapeau de matchmaker sorti. On va tenter de voir qu'est-ce qui pourrait être la suite des choses pour les combattants de cette carte-là. Et tout ça commence par le combat principal de la soirée. Stipe Miocic est de retour. Il est champion des poids lourds. Il a battu Daniel Cormier dans une victoire absolument incroyable parce que je ne pensais pas qu'il allait gagner ce combat-là. J'avais Daniel Cormier favori et Daniel Cormier, selon moi, avait gagné les 3 premiers rounds de ce combat. Et oui, il n'allait probablement pas gagner le 4e round s'il survivait à ce round, mais l'ajustement qu'a apporté Stipe Miocic de juste y aller au corps, le crochet gauche au foie. Il l'a lancé combien de fois dans ce round-là? 15 fois à peu près avant de faire assez mal à Daniel Cormier pour qu'il recule. Puis là, il est allé haut. Puis il a juste pas laissé la chance. Il le back-up contre la cage. Puis il a laissé aller une combinaison de sans fin de strike. Il a juste plié Daniel Cormier. Puis Herb Dean, on donne beaucoup de critiques à Herb Dean récemment. Shout out à Herb Dean pour ce stoppage-là. Daniel Cormier est un champion, est une personne qu'on croyait pratiquement innockable. Même John Jones avait tout pris pour le battre par TKO dans ce combat-là. Donc, Dean a vraiment laissé toutes les opportunités possibles à Daniel Cormier de revenir de ce flurry-là. C'est pas arrivé, c'est fait knocker, mais aussi il a arrêté juste à temps. Il y a peu de dommages supplémentaires qui ont été donnés là-dedans déjà. Il y avait quand même beaucoup de dommages qui se donnaient parce que Daniel Cormier, oui, gagnait ce combat-là selon moi. 3 rounds à 0. Ça pouvait être 2 rounds à 1. Le deuxième round, selon moi, aurait pu aller à Stipe Miocic assez facilement, mais j'avais quand même donné à DC parce que je trouvais que DC était juste un petit step avant Stipe Miocic tout le temps. Oui, Stipe touchait avec des gros coups, mais Daniel Cormier avait toujours un coup en retour. Son jab passait excessivement bien. Il se la jouait un peu à la John Jones dans ce combat-là, de juste jouer, de mettre ses mains sur les mains de son adversaire pour l'empêcher de lancer des coups. Puis là, boum, placer son jab dans le milieu. Stratégie très John Jones-esque de la part de Daniel Cormier, qui a même, je pense, réussi à sneaker d'un petit high poke à un moment. Donc, shout out à lui pour ça. Ça n'a pas marché au final, mais c'est un très bon game plan. Daniel Cormier, oui, a peut-être joué ça un peu dangereux en luttant pas tant que ça, puis en restant devant Stipe Miocic et en absorbant ses coups, mais ça a fini par l'avoir, mais c'est le dommage au corps qui a vraiment lead au finish dans ce combat-là. Puis l'ajustement que Stipe Miocic a apporté entre le round 3 et le round 4 est absolument incroyable. Et puis, ça fait de lui le champion des poids lourds, ça fait de lui le meilleur combattant poids lourd de tous les temps dans l'UFC et voire même de tous les temps rendu là. Ça, c'est toujours un débat qui ne cesse de se faire. Il y a toujours Fedor qui est considéré comme étant un des plus grands. Sinon, il y a Daniel Cormier lui-même. Il y aurait peut-être même Cain Velasquez, Randy Couture. Mais je pense que Stipe Miocic, en regagnant ce titre-là, en battant Daniel Cormier de la façon dont il vient de le battre avec un knockout assez brutal, ça fait de lui un grand combattant. Pour ce qui est de la suite des choses, là, c'est là que c'est compliqué parce que Stipe Miocic, on s'entend, n'est pas celui qui va vendre le plus de pay-per-view. Même Daniel Cormier, qui est, je dirais, une mid-level star en termes de vente de pay-per-view dans l'UFC. C'est un gars qui vend constamment bien, mais jamais incroyablement, sauf s'il est contre John Jones, évidemment. Et puis, je pense que ce combat-là aussi a très bien vendu, mais on s'entend qu'il y avait la présence d'un certain Nate Diaz sur la carte qui n'est pas à négliger quand vient le temps de vendre des pay-per-view. On va avoir la chance de parler de Nate en longueur dans quelques instants seulement, mais tout ça pour dire que est-ce qu'on revient tout simplement à la formule de Next Guy in Line affronte Stipe? Dans ce cas-là, c'est Francis Ngannou.
personnellement, je ne veux pas voir ce rematch-là tout de suite. On dirait que je sais qu'Ngannou n'a pas vraiment d'autres gens à battre, mais est-ce qu'il est prêt pour affronter Stipe Miocic quand on vient quand même assez récemment, là, ça fait pas 2 ans de ça qu'on l'a vu perdre assez clairement là, contre Stipe Miocic dans un combat qui l'a complètement brisé d'ailleurs, et puis ça y a pris un petit moment pour revenir à lui après ça. Est-ce que je veux voir ça tout de suite dans le cas d'Ngannou? Pas vraiment, pour être franc avec vous, donc je ne saurais pas trop dans quelle direction aller. Pour être franc avec vous, ça dépend beaucoup de Daniel Cormier. Dans la cage, ils l'ont interviewé après, et puis même dans son entrevue, il a dit, tu sais, il faut vraiment qu'il réfléchisse à ses affaires, il y a beaucoup d'autres opportunités dans la vie que le combat, et puis il y a 40 ans, puis ça a toujours été son but d'arrêter de se battre à cet âge-là, donc moi, mon bet, ça serait probablement que DC prend sa retraite et puis qu'on se retrouve avec le rematch entre Miocic et Ngannou. Mais si DC ne prend pas sa retraite, je pense que le combat à faire, c'est une trilogie entre Stipe Miocic et Daniel Cormier. Parce que Cormier a gagné le premier par KO, Miocic vient de gagner le deuxième par KO. Dans un comeback win, oui, mais dans un combat qu'il n'était pas non plus en train de gagner. Donc Daniel Cormier, même s'il a 40 ans, s'il décide de continuer à se battre, ne peut pas dire « Ah non, j'étais vraiment pas de calibre contre Stipe, puis c'est parce que j'ai vieilli. » Non, c'est un combat qui était en train de gagner. Donc, c'est le combat qui serait le plus appealing, c'est le combat qui vendrait le plus, et puis c'est probablement, c'est tellement un combat, un title match incroyable qu'on a vu dans la cage que je vois pas pourquoi les gens seraient fâchés de voir un rematch de ça. Peut-être que d'ici, tu sais, il va prendre du temps là, nécessairement après cette victoire-là. Fait que si Stipe veut rester actif, il pourrait peut-être squeeze in Ngannou avant de peut-être faire la trilogie, mais ça, c'est des très très bons plans pour qu'Ngannou vienne juste genre cracher sur tous ces plans-là et gagne le championnat par KO contre Stipe. Donc, c'est soit Ngannou, c'est soit DC, ça va dépendre beaucoup de ce que DC va vouloir faire. Et puis, moi, j'ai vraiment de la peine pour Daniel Cormier. Autant j'adore Stipe Miocic, autant c'est impossible de ne pas être content pour Stipe Miocic, qui est un grand homme là, entre vous et moi. J'ai de la peine pour Daniel Cormier. Parce que ce gars-là a tellement donné au sport sous plusieurs formes. Là. On s'entend autant dans la cage qu'en dehors de la cage comme ambassadeur. Ça a toujours été un exemple à suivre dans la vie, carrément. Autant que ses commentaires, quand il est commentateur ou quand il est analyste, c'est quelqu'un qui ajoute beaucoup au sport, qui a beaucoup de knowledge, qui déjà, en tant que commentateur, crée des moments épiques comme Thug Rose, Thug Rose. Et tout le monde, quand on pense à Thug Rose, on pense à Daniel Cormier en train de hurler Thug Rose après qu'elle ait knocké Johanna. Donc, c'est un personnage épique, c'est un des plus grands combattants, et puis j'ai de la peine pour lui parce qu'il méritait vraiment son money fight facile contre Brock Lesnar, puis c'est juste triste pour lui que ça n'ait pas eu la chance d'arriver, c'est vraiment plate parce qu'il méritait, c'est comme ça que sa carrière aurait dû finir, non par une défaite par KO contre Stipe Miocic. J'aurais juste dû faire quelques millions de dollars pour battre facilement Brock Lesnar, just ride into the sunset, puis laisser la ceinture à qui voudra bien la prendre. Je pense que c'est ça qu'il aurait mérité. On le sait, qu'est-ce qui arrive en MMA, hein, les MMA Gods ne nous donnent vraiment pas souvent c'est le scénario idéal, le scénario rêvé. C'est exactement que ça n'a pas été pour Daniel Cormier. Donc autant je suis vraiment content pour Stipe Miocic qui est un grand homme. J'ai de la peine pour Daniel Cormier qui est tout autant un grand homme puis qui mérite un meilleur sort dans la fin de sa carrière après tout ce qu'il a donné pour le sport. Mais arrêtons de parler de ça. Parlons de la plus belle chose, selon moi, sur cette carte-là. C'est Nate Diaz. Puis c'est sûr, c'est mon combattant préféré. Donc c'est sûr que ça va être la plus belle chose sur cette carte-là pour moi. Mais tabarnouche, Nate Diaz est juste magnifique. Puis juste le fait de l'avoir, que ça soit de son open workout qui arrive là, fume un bat. Après, s'en sert pour plugger sa compagnie de CBD. Puis tout, ce gars-là est tellement intelligent dans tout ce qu'il fait. Des fois, le monde dit, il fait n'importe quoi, lui, c'est un malade. Non, tout est planifié, tout est réfléchi par Nate Diaz. Puis la façon dont il s'est pointé là, il a dominé Anthony Pettis. Selon moi, ça a fait aucun doute. Il a sorti des takedowns dans ce combat-là. Ça a peut-être été un peu plus dur debout au premier round. Lui-même l'a avoué que c'est peut-être un peu fatigué dans ce combat-là, étrangement, parce qu'il avait changé son système d'entraînement pour passer d'un 5 rounds à un 3 rounds. C'est un gars qui est vraiment habitué de faire des 5 rounds, Nate, parce que c'est un gars qui fait des main events, on s'entend, c'est Nate Diaz. Et puis
C'est ça, peut-être que ça fait que c'est fatigué un peu plus rapidement, mais ça a tellement rien changé au final quand il s'est adapté, quand il a pris son deuxième souffle. Il est vraiment allé là, dans sa game au corps à corps contre Anthony Pettis. Et Anthony Pettis c'était juste beaucoup trop game d'échanger au corps à corps avec Nate Diaz et c'était non sans succès. Mais quand Nate réussit à rentrer son dirty boxing autant au corps qu'à la tête, ça faisait excessivement à Anthony Pettis. Les coups de genoux aussi de Nate Diaz dans ce combat-là, absolument incroyable. Il a pris son dos, il a à peu près tout fait ce qu'il y avait à faire et puis ça a été une performance magnifique. Et puis comme à l'habitude, c'est le moment le plus épique de tout ce qui a rapport avec Nate Diaz. C'est toujours l'entrevue d'après-combat. Et puis parlez-moi de nous, littéralement, nous apprendre qu'on a toujours rêvé de voir un combat qu'on n'a jamais, moi, avant cette carte-là, je pensais pas vraiment à Nate Diaz contre Jorge Masvidal. Pourtant, depuis la fin de cette carte-là, c'est littéralement la seule chose à quoi je pense. Écoute, comme il l'a dit, c'est gangster contre gangster. C'est le gangster contre le West Coast gangster. C'est le 305 contre le 209. C'est le plus beau combat qui pourrait pas être mis sur pied dans l'UFC présentement, selon moi, excluant Tony contre Khabib, qui on s'entend. Selon moi, Tony contre Khabib, c'est le combat le plus magnifique qui pourrait être fait ever. Mais Nate Diaz, Jorge Masvidal, puis tu vois, Nate, il avait pensé à ça. Il savait ce qu'il s'en allait faire après ce combat-là. Puis son entrevue d'après-combat est encore une fois complètement magnifique. Call out Masvidal, la caméra switch sur Masvidal qui est dans la foule, qui est là, qui saute comme un enfant, qui clappe. Ils se font des petits shout-out back and forth, là. Puis tu vois, les deux gars sont juste trop down pour ce combat-là. J'espère que l'UFC va pas fuck up et ça. Ça doit être un main event, même si ça se retrouve sur un Fight Night. Tu mets ça, là, main event d'un Fight Night, là, une carte sur ESPN, ça va faire des codes d'écoute, ça, mon chum. T'auras même pas idée comment. C'est un des combats les plus fascinants. Puis écoute, peut-être qu'à ce stade-ci, t'as pas le choix de mettre Nate Diaz sur un pay-per-view. Mais sacrifice. Si l'UFC est vraiment game de faire comme ils ont fait dans le cas de McGregor Diaz, tu peux mettre Diaz contre Masvidal sur 5 rounds dans le main event de n'importe quel pay-per-view, même par-dessus un combat de championnat selon moi. Et puis ça va quand même être ça va être un pay-per-view qui va beaucoup se vendre. C'est pas pour rien que 2 des 3 pay-per-views qui sont le plus vendus de l'histoire sont 2 non-title fights à 170 livres entre McGregor et Nate Diaz. Puis c'était le main event du pay-per-view, c'est sûr McGregor était là, mais après cette carte-là, après la réaction de la foule à Nate Diaz qui était le héros, là, littéralement la personne que tout le monde voulait voir, puis tout le buzz que ça a généré alentour de l'événement, de l'avoir présent cette semaine, même là, sa conférence de presse après, quand il a littéralement fait semblant de pas savoir qui était Colby Covington, c'est un des moments les plus délicieux de l'histoire de l'humanité. Donc Nate Diaz, il a pas assez de bonnes choses à dire sur lui, et puis il a fait la job là, pour l'UFC, il doit affronter Jorge Masvidal, il n'y a aucune autre solution. Ça doit arriver et ça doit arriver le plus rapidement possible. Dans le cas d'Anthony Pettis, ben qu'est-ce que tu veux, le monde qui pensait que c'était la grande renaissance puis qui était on his way back to a title à 170 livres, ça arrivera probablement pas. Ça reste un des combattants les plus fun dans l'UFC, puis après ce combat-là, j'ai juste envie de le voir affronter Robbie Lawler. Donc Anthony Pettis, Robbie Lawler, do that please. Ensuite, probablement un des combats de l'année. Probablement le 3e meilleur combat de l'année après Gastelum Adesanya et puis Holloway Poirier. Vous mettrez ça dans l'ordre que vous voulez, mais moi, selon moi, Paulo Costa contre Yoel Romero, c'est le 3e meilleur combat de l'année à date. C'était absolument tout dont on a toujours rêvé de voir. Quand ces deux-là, on a appris qu'ils allaient s'affronter, là, des millénaires, puis ça a été repoussé genre 34 fois. On s'est dit que le jour qu'ils allaient s'affronter, t'allais juste avoir les deux plus gros idiots dans l'UFC, qui sont gigantesques, là, qui sont vraiment, qui ont l'air des freak shows tellement qu'ils sont gigantesques, puis qui ont la shape de dans le temps, quand tout le monde était bien à la sauce. Mais
C'est en même temps d'excellents mixed martial artists, d'excellents combattants avec de la très bonne technique. Puis oui, Paulo Costa, des fois, il y a plus l'air de quelqu'un qui swing for the fences que quelqu'un qui a une très belle technique. Mais regardez ce qui est arrivé dans ce combat-là, tu sais. Il est tellement dangereux. Tu peux pas ignorer Paulo Costa qui court après toi puis qui swing des bungalows. Même s'ils sont dégueulasses puis ils arrivent pas vraiment dans des belles angles puis c'est pas du beau striking. Tu peux pas ignorer ça avec des 14. Même Israël Adesanya ne pourrait pas faire assemblant d'ignorer ça avec des 14. Donc, Paulo Costa a gagné ce combat-là. Il y a plusieurs personnes qui semblaient pas être d'accord avec la décision. Moi, personnellement, j'ai rien contre. J'ai donné les deux premiers à Costa puis le troisième à Romero. Je comprends si t'as donné le 2 et le 3 à Romero. Je suis pas en désaccord avec ça. Je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée pour la suite des choses. On s'entend à Yoel Romero. Mettons que Whittaker bat Adesanya, le Romero vient de battre Costa. Tu fais quoi? Tu fais Whittaker contre Romero 3. Je pense que ça a donné des bons combats à toutes les fois. Là. Je m'ostinerai pas, mais on l'a vu deux fois ce combat-là. On sait un peu comment ça va arriver. Ça va être très 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 serré. Puis Whittaker va probablement se sauver avec la décision in extremis. Donc, regardez, Paulo Costa a gagné et sans aucun doute le prochain title challenger va affronter le gagnant de Whittaker contre Adesanya. Puis s'il fallait qu'Israël Adesanya gagne ce championnat-là et affronte Paulo Costa, deux combattants invaincus, des rising stars qui sont arrivés dans l'UFC, puis rapidement, là, après 3, 4, 5 combats, sont déjà des top rank fighters qui se battent pour des championnats, puis ça serait un combat de très très grande envergure. Donc, ça va être le gagnant de l'UFC 243, là, du combat principal de l'UFC 243 pour Paulo Costa. Dans le cas de Yoel, 42 ans, vient de gagner des millions et des millions de dollars d'une compagnie qui avait filé des suppléments qui étaient teintés, qui a fait leur test USADA, et puis c'est ça, il a gagné des millions là, en cours de cette compagnie-là. Donc à 42 ans, veut-il vraiment continuer à tant se battre que ça? J'espère. Personne veut perdre Yoel Romero, on s'entend, puis on l'a vu dans la cage, là, il était encore très compétitif et voire même capable de battre les meilleurs. Donc s'il veut être encore là, c'est le gagnant de Jack Hermanson contre Jared Cannonier que je lui donnerais. C'est peut-être un petit step down pour lui, mais Hermanson a quand même battu Jacare Souza, donc si il gagne, ça fait de lui un top middleweight. Si Cannonier gagne, lui va se mettre comme un top middleweight après cette victoire potentielle-là. Donc, c'est le prochain step, ça serait d'affronter quelqu'un de très solidement établi dans le top 5, puis ça, ben, c'est Yoel Romero. Ensuite, Sodiq Youssouf s'est fait sonner en début de combat. Moi, c'est personnellement un des prospects pour lequel je suis le plus excité dans l'UFC. Il y en avait deux sur cette carte-là, là, des top level prospects qui ont des chances de devenir champions du monde dans leur division. Sodiq Youssouf à 145 livres, c'en est un. Et puis, de la façon dont il est arrivé, s'est fait sonner par Gabriel Benitez, mais est revenu là, immédiatement, s'est fait dropper, s'est relevé tout de suite et continuer à être dans son combat. Et puis, tabarnouche, quand il a réussi à passer son counter, absolument étendu les lumières à Gabriel Benitez. Donc une performance absolument incroyable contre un mid-level fighter qui était peut-être pas autant fort qu'un Shayman Moraes qui avait déjà perdu contre Sodiq Youssouf auparavant. Donc je pense qu'on peut lever le niveau d'un cran. Andre Fili, quelqu'un comme ça serait absolument le parfait pour la suite des choses pour Sodiq Youssouf. Puis s'il bat quelqu'un comme Fili, ben c'est là que tu commences à lui donner des top 15 level opponent. Pour Benitez, donnez-lui justement Shayman Moraes qui étrangement a comme perdu son dernier combat puis semble peut-être être, oui, un très bon fighter comme on le savait qu'il était, mais peut-être plus un mid-level guy qu'un gars qui va un jour être dans les rankings ou dans le top 20 de la division. Donc, donnez-lui Benitez, ça va juste être le fun. Deux strikers qui vont essayer de se péter la gueule sévèrement. J'ai rien contre ça. Avant, Derek Brunson contre Jan Heinisch. Tabarnouche, man. Jan Heinisch a bien commencé le combat, mais je pense que j'ai plus envie de donner le crédit à Derek Brunson dans ce combat-là. Jan Heinisch a pratiquement perdu la majorité des combats qu'il a fait, sauf que il est tellement résilient que le fait de jamais arrêter de travailler a épuisé ses adversaires, puis c'est là qu'il a fini par gagner ces combats-là. In extremis, oui, mais il les a gagnés pareil. Derek Brunson ne s'est juste pas fait épuiser par la game de Jan Heinisch, a même fait le contraire, a été assez solide debout, assez solide dans tous les aspects de la game, mais vraiment une très belle performance debout pour Derek Brunson. Et puis à un moment donné, que c'est Brunson qui stockait puis Jan Heinisch qui allait de reculons dans une scène qu'on ne voit absolument jamais dans les combats de Jan Heinisch. Donc
Le fait que c'est Brunson qui a réussi à wear on Jan Heinisch, qui est le gars qui fait ça à tout le monde, c'est une très belle performance pour lui. Et puis c'est vraiment, on l'a vu avoir des hauts et des bas, mais là, je pense qu'on a vraiment sous les mains la meilleure version de Derek Brunson. L'affaire avec lui, c'est qu'il a pratiquement affronté tout le monde dans le top 15 et dans ces alentours-là. Il y a quelques noms qu'il n'a pas affronté. J'en ai deux que j'aimerais. Il y a Brad Tavares et Chris Jotko, mais Christophe Jotko, je lui avais déjà réservé le gagnant de Cummings contre Akhmedov. Donc, j'irai avec Brad Tavares pour Derek Brunson. Ils ne se sont pas affrontés. Ces deux gars qui sont solidement implantés dans le top 10 de la division sans être des gars qu'on pense qui vont un jour être dans le top 5 ou plus haut. Donc, très bien joué pour Derek Brunson dans ce combat-là. Très belle victoire contre quelqu'un qui est probablement le meilleur prospect dans la division à ce stade-ci. Même si Rodolfo Vieira a fait une très belle entrée en scène en Uruguay, la même carte que Cyril. Je trouve qu'il y a peut-être eu un petit manque au niveau du cardio. Puis il reste beaucoup de choses à travailler pour Rodolfo Vieira. Mais si Rodolfo Vieira peut devenir un elite fighter, ça va être un very elite fighter. Mais je pense que Jan Heinisch va peut-être y parvenir avant. Puis c'est peut-être une défaite comme ça qui va le faire un peu travailler sur son style. Puis raffiner ses techniques pour qu'il fasse pas juste se servir du fait qu'il est excessivement tough et difficile à fatiguer. Parce qu'il va trouver des gars qui sont juste plus skilled que lui. Puis le fait de te faire outskill, c'est là souvent que tu te retrouves peut-être un peu plus fatigué dans des combats parce que tu n'es pas capable de keep up avec les techniques de ton adversaire. Donc, Derek Brunson, Brad Tavares pour Jan Heinisch. Je donnerais Gerald Meerschaert qui vient de revenir sur les voies de la victoire en battant un autre prospect qui était considéré comme un bon prospect en Trevin Giles. Donc, Heinisch contre Meerschaert. Maintenant, Kama Worthy, tabarnouche. Moi, je reviens de vacances, ok? Je pensais que Clay Collard se battait contre Devontae Smith. Là, je vous finis que c'est Kama Worthy, un gars qui a déjà perdu contre Carl Nelson au BTC. Puis je pense qu'il avait battu Villaka, puis Matt DiMarcantonio, quelque chose de même. Là, je me rappelle, il se battait un peu sur la scène canadienne là, à un moment donné. Et puis, il est rendu dans l'UFC, ça se bat contre Devontae Smith et genre underdog à 7 ou 8 contre 1, quelque chose de même. Puis, ils sont là, puis c'est des amis, puis c'est high five, puis il se passe pas trop grand chose dans le combat. Puis à un moment donné, bang! Worthy te l'allume bien raide. Puis Devontae Smith, je vous le cacherai pas, c'est un autre prospect que je surveillais sur cette carte-là. C'est pas quelqu'un que je pense qui peut nécessairement devenir un elite fighter, mais tu sais, c'est vraiment un très bon striker qui frappe fort, puis qui est excitant, puis qui donne toujours de très bons combats où ça cogne dur. Ça n'a pas été le cas ici. Ça cognait pas très dur, c'était plus friendly comme contest, puis c'est Worthy qui a réussi à profiter de ça puis à faire une entrée soulignée dans l'UFC. Pour ce qui est de Kama Worthy, je donnerais Christos Giagos. C'est quelqu'un qui vient de s'établir là comme ça dans l'UFC. Il a battu quelqu'un qui était déjà là depuis quelques combats. Donc je pense que c'est le now or never pour lui. Hein. Il y avait une fiche de 14-6 en rentrant, quelque chose comme ça. Donc quelqu'un qui a déjà quand même de l'expérience, qui est dans les meilleures années de sa carrière présentement. Donc tant qu'à s'essayer, on va s'essayer pour vrai. Donnez-lui Christos Giagos. Pour Devontae Smith, ça reste un prospect, ça reste un bon prospect aussi. Il va sûrement pouvoir rebondir de ça, du moins je l'espère. Je lui donnerais Matt Frevola, qui est un autre prospect. Là. Ça sera un prospect versus prospect match. Puis deux gars très excitants. Donc je pense que ça pourrait faire un très très bon combat. Ensuite, Corey Sandhagen. C'est exactement lui, le deuxième prospect que je pense qu'il peut devenir champion du monde un jour dans sa division. Puis écoute, va falloir que ça soit bientôt là, parce que Corey Sandhagen est complètement monstrueux de la façon dont il s'est sacré de Raphaël Assunção qui pendant très 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 longtemps, c'est plus le cas maintenant. Le téléphone qui sonne, mais je répondrai pas. C'est plus le cas maintenant, mais pendant de bons moments, ça a été lui comme le troisième meilleur dans la division, battait absolument tout le monde. Puis oui, c'était jamais super chic, c'est tout le temps des combats serrés où il essaie d'éviter de prendre du dommage en restant en avant sur les scorecards. C'est pas une façon que tu peux te battre contre Corey Sandhagen. C'est pour ça que j'étais pas mal sûr que Sandhagen allait réussir à gagner ce combat-là. Parce que Sandhagen, tu vas avoir mal même si tu réussis à le battre. Demandez-le à Yuri Alcantara qui a pas réussi à le battre finalement, mais qui a passé à ça de le battre. Il est tough, il est bon, il est gros, il est gigantesque, me fait beaucoup penser
Là, on a plusieurs comparaisons qui sont venues. Dominic Cruz, c'est une juste comparaison. C'est un gars d'Elevation Fight Team. C'est un gars de Bang Ludwig là, pour son striking. Donc, on voit les similarités ici avec un style à la Cruz, à la TJ Dillashaw. Mais moi, avec sa longueur, puis la manière dont il est très agressif, puis qui est mean-spirited dans ses attaques, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup penser à Cowboy Cerrone. Cowboy Cerrone avec plus de mouvement debout, je vous le donne. Mais il y a un genre de cowboy vibe là, sur ce gars-là, Corey Sandhagen. Puis mes espoirs sont excessivement hauts envers lui. On le sait tous, le champion Cejudo est blessé jusqu'en 2020. Il faut falloir que ces gars-là se battent. Moi, je pense que c'est Sterling qui mérite le title shot. Cependant, si Corey Sandhagen affronte le gars que je voulais qu'il affronte en Peter Yan, ça pourrait drôlement être le gagnant de ce combat-là qui passe devant Aljamain Sterling pour le prochain title shot si Cejudo n'est pas déjà de retour à ce moment-là. Pour ce qui est de Rafael Assunção, il y a un autre gars qui me fait beaucoup penser à lui dans le top 7-8 de cette division-là. C'est Jimmy Rivera. Et puis, je pense que les deux devraient s'affronter pour savoir qui sera le gatekeeper ultime du top 5 dans le futur entre Rivera et Assunção. Donc, je ferai ce combat-là. Ensuite, Drakkar Klose contre Christos Giagos. Je m'attendais à rien de ce combat-là. J'étais même pas vraiment satisfait que ça ait lieu. Je pensais que ça allait pas être bon. Ça a été un sale banger. Ça a été un sale banger parce que Christos Giagos a vraiment forcé Drakkar Klose à se battre. Puis c'est ça que j'ai découvert sur Drakkar Klose dans ce combat-là. Puis qui fait que j'ai quand même beaucoup d'espoir pour lui dans le futur. C'est un combattant qu'on a vu arriver dans l'UFC. Puis oui, c'est un bon striker, mais il a utilisé beaucoup de clinch, des takedowns, ralentir le pace de ses combats. Puis il y avait un style un peu grinder, je vous dirais, qui donnait pas les combats avec la meilleure action en général. Cependant, c'est un gars que si tu le forces à se battre, il va se battre puis il va se battre en maudit. Puis c'est ça que Giagos a fait. Il a pris un moment donné, il a pris son dos, il a passé tout près de lui passer un rear naked choke. Puis ça a vraiment, on dirait, fait flipper une switch dans la tête à Drakkar Klose qui disait hey, si je me déniaise pas, je vais perdre ce combat-là. Puis c'est là qu'il a vraiment step up d'un niveau. Puis il a sévèrement brassé Christos Giagos au troisième round. Je pense que ça aurait peut-être même pu être un 18 là, ce round-là, tellement qu'il lui a fait mal. Donc Klose est un bon prospect et une très belle fiche dans l'UFC depuis son arrivée. Puis il y a autant un gars qui peut ralentir le pace, prendre ça très stratégique, puis se sauver avec une victoire, non pas plaisante à regarder pour tout le monde, mais une victoire, comme il est capable quand il se fait tester de juste sortir un banger fight qui est un des bons combats sur la carte et un des moments très divertissants. Donc, je lui donnerais Francisco Trinaldo à son prochain combat. C'est une manière de pas mal le rapprocher du top 15. Donc, je pense que si Klose est capable de passer au travers de Trinaldo, il est capable de se rendre assez loin dans cette division-là. Maintenant, un autre combat absolument incroyable pour un fan de Jiu-Jitsu contre moi, Casey Kenny contre Manny Bermudez. Puis il va falloir arrêter de douter Casey Kenny. Moi, ce qui me dérangeait dans ce combat-là, c'est le fait que Kenny était généralement, je vous dirais, un flyweight avant d'arriver dans l'UFC. Puis là, il est comme un peu arrivé à la période où flyweight allait disparaître. Fait que je pense que c'est comme convaincu d'être un bantamweight. Le flyweight semble un peu être back, mais Kenny semble vouloir rester à bantamweight. Puis là, il vient de battre Manny Bermudez, qui est littéralement l'inverse de Casey Kenny, dans le sens qu'il devrait carrément se battre à featherweight tellement qu'il est gigantesque pour cette division-là. Mais un peu comme Sandhagen, il fait le poids puis il gagne. Donc, comment le convaincre de ne pas se battre là quand il y a beaucoup de succès à ce poids-là. Mais écoute, ça a été exactement le genre de combat que tu ne veux pas disputer contre Manny Bermudez. Puis Casey Kenny, non seulement hang with him, mais il l'a battu à ce combat-là. Donc, chapeau à Casey Kenny. Ça a été une excellente performance. Il y a call-out, je pense, Uriah Faber puis Frankie Edgar qui devrait s'en venir à 135 livres pour son prochain combat. Ça a pas mal été confirmé. Je pense pas que ça va arriver. Oui, il a battu Ray Borg. Oui, il vient de battre Bermudez. Mais il y a juste 2 combats dans l'UFC. Je lui donnerais Kyung Oh Kang, un autre gars qui va absolument le forcer à grapple. Donc, ça va faire un excellent combat, puis moi je suis juste là pour ça, tu sais, au final. Puis oui, Kenny va être top 15 un jour, va peut-être même être dans le top 10, va peut-être même être un très bon combattant, mais dans une division comme Bantamweight où il y a tellement de gens qui poussent, puis il y a comme 25-30 combattants, selon moi, présentement, qui ont le prospect d'être des top 5 ou des top 10 fighters, donc ils ne le seront pas tous. Je pense qu'on peut slowplay Kenny un peu encore, puis lui donner peut-être 2-3 combats de plus avant de vraiment le lancer dans la gueule du lion. Puis c'est sûr que en tant que prospect contre lui de caler des gars qui sont un peu plus vieux comme Faber puis Edgar, c'est une façon probablement facile d'intégrer le top 15 puis d'après avoir un combat de plus dans la cravate avant d'affronter de très bons combattants. Mais bref,
Chacun ses plans, tant mieux pour lui si l'UFC lui donne ce qu'il veut. Je pense juste pas qu'il va l'avoir pour être bien franc avec vous. Pour ce qui est de Manny Bermudez, ben écoute, il s'est fait out-grapple. Ça prouve pas mal plus que Kenny est un excellent grappler. Désolé que Manny Bermudez n'en est pas un. Donc écoutez, j'ai donné Kyung Ho Kang à Kenny, donné donc Brandon Davis à Manny Bermudez. Je pense que c'est un gars avec qui il peut se faire du fun. Ensuite, je vais être sûr que j'ai toujours la bonne ordre. C'est ça, Anna Cyphers contre Jodie Esquibel. Ça, c'est vraiment le combat sur la carte qui est arrivé. Sans plus, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donner Emily Whitmire à Anna Cyphers. Alors, une fille qui est capable de gagner des combats. Donc, voyons voir ce qu'elle peut faire. Pour Esquibel, d'habitude, les combattants, leur contrat d'entrée, c'est des fight deals. Elle vient d'écouler ce contrat-là. Elle a gagné aucun de ces combats-là. Elle les a perdu les 4. Elle a maintenant une fiche de 6 victoires, 6 défaites. Donc, je prendrais même pas la peine de lui donner un combat parce que, écoute, je vois pas comment. Je vois pas comment il re-signe, tout simplement. Elle est out of here. Kyung Ho Kang, Brandon Davis. Bon petit premier round, ça échangeait debout. Kyung Ho Kang qui drop Davis, vient arracher ce round-là de cette façon-là. Ensuite, Davis qui a un bien meilleur deuxième round, puis il réussit à faire mal à Kyung Ho Kang qui semble être blessé au pied, qui boite. Et puis, troisième round, Kyung Ho Kang dit faut que je le takedown si je veux gagner ce combat-là. Puis Brandon Davis a juste aucune takedown defense, même un gars sur un pied a réussi à le takedown âprement. Donc, Kang a gagné, c'est une split decision, je sais pas trop pourquoi. Moi, je pense que c'était assez clair. Et puis, je vous ai déjà dit contre qui je voulais vous battre. Donc, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Ensuite, le premier combat de la soirée, finalement, Sabina Mazo, prospect que j'adore, est arrivé. On dirait qu'un peu comme Marc-André Barriot nous avait dit à son premier combat, comme arrivé là, elle a comme un peu figé face à Marina Moros. Ça fait qu'elle a donné 2 rounds. Au troisième round, elle s'est mise dans son rythme, puis elle a clairement gagné le troisième round, puis tout le monde était là, hey, pourquoi tu t'es pas battu de même les 2 premiers rounds, t'aurais facilement gagné ce combat-là. C'est pas arrivé, c'est une défaite qui a sûrement beaucoup fait à prendre, parce que contre Shayna Dobson, elle a littéralement 18 les 3 rounds. Elle a pété la gueule debout, elle a pété la gueule au sol, elle a pété la gueule du début à la fin, sans arrêt. Performance dominante, exactement ce que tu veux voir pour une top prospect. Et puis je lui donnerais Veronica Macedo qui a gagné la fin de semaine d'avant en Uruguay. Pour ce qui est de Shayna Dobson, 3-3, je pense une victoire, 2 défaites dans l'UFC. Il reste peut-être un combat à son contrat. Ils vont peut-être lui donner. Donnez-lui Polyana Viana si elle existe encore. Si elle n'existe pas, donnez-y n'importe qui d'autre qui n'a pas gagné vraiment encore dans l'UFC. Alors c'est ça. C'est ma revue de l'UFC 241. C'est quelque chose que je viens définitivement d'effectuer. Je sais pas ce que j'étais en train de dire. On va régler ça direct site comme ça. Laissez-moi un like, les amis, si vous avez apprécié ce petit vidéo. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part de vos commentaires, de vos idées, de vos opinions, de vos sentiments à la suite de cette carte-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes match-ups? Est-ce qu'il y a d'autres match-ups que vous préfériez pour certains des combattants? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux possibles et imaginables de MMA Talk. C'est sur Facebook et YouTube, MMA Talk. Sur Instagram, DTHE MMA Talk. Sur Twitter, THE-MMA Talk. Et finalement, allez visiter le MMAtalk.ca, le plus magnifique site internet de toute l'humanité. Et puis, on se parle une prochaine fois.